Chapitre 1. Le rire à Briarbridge. J'ai appris depuis longtemps que les maisons de campagne anglaises possèdent, comme les hommes, leur tempérament. Certaines sont taciturnes et pleines de courants d'air, avec des couloirs qui murmurent. D'autres sont résolument modernes, avec des gramophones dans les os et des tuyaux d'eau chaude en guise de veine. Briarbridge Hall n'était ni l'un ni l'autre. Il souriait. Il ne souriait pas. Remarquez bien. Il souriait. La longue façade couleur miel, avec ses pierres adoucies et ses marches peu profondes, les haies d'ifs taillées en pont qui semblaient vous regarder avec un amusement sournois, et les fenêtres de la salle à manger qui captaient la lumière de l'ouest comme si elles profitaient du coucher de soleil. Briarbridge souriait. On aurait dit que le lieu avait appris ses bonnes manières de son propriétaire, le comte Alexeï Radinsky, connu dans un large cercle, et de certains qui le déploraient, sous le nom de comte rieur. Son rire, je ne suis pas le premier à le remarquer, était extraordinaire. Ce n'était pas le gargouillis grossier d'un homme amusé par lui-même, ni la fougue béante d'un écuyer anglais, mais un instrument délicat, une ondulation puis une montée, comme si un ongle avait glissé sur les cordes d'une harpe. J'avoue qu'il était engageant. S'il y avait de la malice, je ne l'entendais pas. S'il y avait de l'ironie, elle était de cette espèce angélique qui permet de garder sa dignité. Le comte lui-même était tout aussi désarmant, compact, large d'épaules, la tête soignée et les cheveux tirant sur l'argent aux tempes. Ses yeux étaient très sombres et très vifs. Il était, il faut l'avouer, très habilement vêtu, préférant un gris clair qui avait un effet inexplicable et plutôt flatteur sur son teint. Quand l'invitation à passer quelques jours à Briarbridge arriva, j'étais en ville avec Poirot. Mon ami, absorbé à ce moment par un obscur problème impliquant 3 parapluies et un tapis persan, écarta la carte gaufrée d'un geste indulgent. « Tu iras, mon ami, dit-il. L'air de la campagne te fait du bien. Il te fera... Comment dit-on ? Des pommes. Alors vous ne viendrez pas ? Demandai-je déçu. On m'a dit que les soirées du comte le week-end étaient célèbres. Pour les rires ? Peut-être, répondit-il. Mais remarquez, Hastings, j'ai ici une petite affaire qui m'intéresse plus que les grandes manières d'un gentleman qui rit. Aussi, ses yeux pétillèrent. Là où les rires sont nombreux, il est parfois prudent pour le détective de n'arriver que lorsque les rires cessent. Une sombre prophétie, protestai-je. Une question pratique, dit Poirot. Je vous rejoindrai plus tard si mon tapis livre son dernier secret. En attendant, vous observerez et écouterez. Soyez attentifs aux petits détails. Les petits détails sont les grands détails, comme toujours. C'est ainsi que j'arrivai seul à Briarbridge, par un après-midi teinté d'or de fin septembre. Il avait plu le matin. Les pelouses brillaient et le ha-ha était rempli d'eau qui reflétait le ciel. Une horloge dans la cour de l'écurie sonna la demi-heure tandis que le moteur s'engageait dans la balayeuse. Les portes d'entrée étaient ouvertes et on eut aussitôt l'impression que la maison, tel un hôte poli, s'était avancée pour nous accueillir à mi-chemin. Un majordome solennel à l'ancienne me reçut. Son visage, jaune et parsemé de minuscules collines, ressemblait à une carte d'Espagne sur parchemin. « Monsieur Hastings ?» demanda-t-il, et sur mon acquiescement. « Monsieur Pike, le secrétaire du comte, vous rejoindra immédiatement. » Le hall de Briarbridge était admirable, dallé de noir et blanc, avec une galerie qui courait tout autour au rez-de-chaussée, et 3 grands portraits de gentilshommes en cuirasse qui semblaient prêts à mourir, plutôt que d'approuver le chauffage central. J'eus à peine le temps de les admirer qu'un jeune homme vif et pâle s'avança, un portefeuille sous le bras. « Julian Pike, » dit-il avec un sourire aimable, « le comte me souhaite la bienvenue et espère que vous vous y sentirez bien. Vous êtes dans la tourelle sud, agréable si vous aimez les cloches. L'église du village est une véritable zélote. »« J'aime les cloches, » ai-je répondu. « Moi aussi. » Il donne l'heure avec exactitude. Permettez-moi de vous présenter la compagnie dès que vous les rencontrerez. Le comte s'occupe du courrier en ce moment. On y va ? Nous entrâmes dans un salon d'une beauté exquise.
Les boiseries étaient hautes peintes d'un blanc adouci, les meubles gracieux sans être fragiles, et des fleurs partout. Une femme dont la beauté avait appartenu à 10 ans plus tôt, douce, poudrée, exquisément agencée, s'éleva dans un bruissement de soie. « Monsieur Hastings, l'aventurier des affaires célèbres, » dit-elle en tendant une main gantée. « Lady Constance Vail. Je suis passionnée d'aventure, jusqu'à un certain point, puis je deviens passionnée de thé. » « Lady Constance est perverse, » intervint un grand soldat au visage bronzé, celui d'un homme qui a connu le soleil, le vent et une certaine intensité de feu. Elle ne s'attache pas au thé, elle le commande. Colonel Peregrine Blount. À la retraite et bientôt en retraite, murmura Lady Constance. Colonel sonnait. Je devine chez M. Hastings l'air d'un homme qui aurait voyagé dans un wagon dont le compartiment est rempli de bébés. C'est remarquablement précis, ai-je avoué en riant. Lady Constance sait tout, dit une voix à la fenêtre. Une jeune fille était assise là, un livre sur les genoux. Elle avait la blondeur fraîche d'un printemps anglais et un regard qui examinait sans impertinence. Ou du moins, elle sait être charmante. Je suis Iris Marsh. Monsieur Pike, qui s'apprêtait à parler, se retint et s'installa devant son portefeuille dans un coin. Lady Constance regarda la jeune fille avec une malice indulgente. Iris est la pupille du comte, sa nièce en fait. Elle est donc autorisée à dire ce qui serait intolérable chez une étrangère. Monsieur Hastings, vous la trouverez championne de tennis et impitoyable au bridge. Sans pitié seulement quand les gens trichent, dit Miss March avec la férocité honnête de la jeunesse. Ah, c'est tout le monde, cher enfant, si vous adoptez une position suffisamment stricte, répondit Lady Constance. Nous fûmes bientôt rejoints par un pasteur aux manières douces et au front bienveillant, qui se trouvait dans la bibliothèque en train de se débattre avec un sermon. « Révérend Gideon Clark, » dit Lady Constance, « notre conscience locale, très bien approvisionnée en sandwich par Madame Davenant, la gouvernante qui connaît la valeur d'un vicaire qui ne s'évanouit pas. »« Madame Davenant connaît la valeur de chacun, » dit le révérend M. Clark en souriant. « Elle a une échelle de valeur qui n'est apparente qu'à elle-même. Je crois que je suis ainsi sans zèle missionnaire et un 3 en élégance théologique. Vous êtes un 8 pour ce qui est de manger ce qu'on vous donne, dit un nouveau venu vêtu d'une robe sombre et d'une casquette à la fois correcte et saillante. Bonjour, monsieur Hastings. Madame Davenant, puisqu'on parle de moi. Le thé sera servi dans le salon vert à 16 heures. Le comte est avec le docteur Liddell et monsieur Hart dans le bureau. Félix Hart, le financier, murmura Lady Constance tandis que Madame Davenant s'éloignait. Il a l'air de quelqu'un qui a envahi un pays et qui compte bien y rester. Et le docteur Liddell est du coin ? Demandai-je. Et il vient d'une planète encore inconnue, dit sèchement le colonel Blount. Un homme intelligent, Liddell, mais un peu nerveux. Je préférerais être vacciné par un gamin bondissant avec une épingle. Vous lui faites tort, objecta le vicaire. Le docteur Liddell est minutieux. Un tremblement douloureux reste un tremblement, grogna le colonel. Comme interpellé par notre conversation, la porte du bureau d'en face s'ouvrit et 3 messieurs apparurent. Monsieur Hart marcha le premier, un homme compact et énergique, vêtu d'un costume bleu qui le recouvrait comme une armure. Sa bouche était plissée, ses yeux ne perdit pas de temps. Il s'inclina d'une manière qui lui avait coûté de l'apprendre et qui ne lui serait jamais tout à fait confortable. Le docteur Liddell suivait, un homme mince aux cheveux bruns, portant des lunettes qu'il manipulait nerveusement, jouant avec le pont comme pour s'assurer de leur existence. Et entre eux, le comte. Ah, le célèbre monsieur Hastings. L'accueil du comte fut chaleureux. Il s'approcha de moi, les mains tendues, et ce rire extraordinaire, ondulant et s'élevant, vint à ma rencontre. Nous avons tenté d'attirer le grand poireau, mais il est fidèle à sa poussière et à ses tapis. Nous devons nous résigner à une seconde splendeur. Vous êtes très gentil, dis-je. Aimable? Je suis pragmatique. Je vous exploiterai sans pitié. Vous racontez mes histoires, admirez mes vins, applaudir mes petits divertissements. Il se retourna. Félix, docteur Liddell, monsieur Hastings,
l'ami de l'incomparable. La poigne de M. Hart était ferme et froide. Quel plaisir! J'ai lu avec intérêt le cas de la baronne et de l'horloge du chemin de fer. Merveilleux, murmura le docteur Liddell, manquant de laisser tomber ses lunettes. Je suis maladroit. Pardonnez-moi. Ne vous excusez jamais de la vérité, dit le comte d'un ton léger. Cela la diminue. Nous sommes, je crois, au complet. Non, pas tout à fait. Mademoiselle Aubert travaille au salon de musique. Elle s'installera au piano à 4 heures et ne sera détachée qu'à 7 heures. Céleste Aubert, la chanteuse, demandai-je intrigué. Pareil, dit lady Constance. Elle a le menuet dans la gorge et une tempête dans le cœur. Adorable si on n'est pas obligé de vivre avec elle. Tout le monde peut vivre avec moi, dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte, basse et charmante, avec une légère aspérité française. Seulement, ne vous attendez pas à ce que je vive avec tout le monde. L'oratrice entra, une femme d'environ 35 ans, aux cheveux noirs, vêtue simplement et au visage lumineux. Elle sourit, et il y avait quelque chose de las derrière ce sourire qui le rendait très humain. Pardonnez-moi. Le comte m'a demandé d'être pénible pour ses invités, et je me suis mise au travail. À ces mots, le comte rit de nouveau, et en un instant, toute la salle lui sourit. C'était comme si une essence de douceur se diffusait à sa guise. Il se déplaçait parmi nous avec la grâce experte d'un homme qui avait reçu la moitié de l'Europe et était indifférent à l'autre. Il prit la parole avec Iris Marsh à la fenêtre. Il engagea le colonel Blount sur la musique régimentaire. Il persuada le vicaire d'une confession bienveillante sur les hymnes des moissons. Il tira de lady Constance une anecdote pétillante sur une duchesse et un teckel qu'il n'aurait jamais dû rencontrer. Et par-dessus tout, son rire montait et descendait comme un refrain. Le thé arriva, silencieusement conjuré par madame Davenant et le majordome, dont je découvris le nom, Snipe, qui me fit immédiatement l'apprécier. La conversation prit cette tournure sereine qui exprime le véritable génie des mondanités anglaises. Histoire pas encore fade, mais qui le serait bientôt. Coups de poignard affectueux, mystifications inoffensives, promesses de venir au bal de charité que le comte, semblait-il, avait l'intention d'organiser le lendemain soir dans la grande galerie. Nous aurons des masques, bien sûr, dit-il, et une petite chasse au trésor. J'ai dessiné la carte moi-même. Il y a en moi un pirate qu'on n'a jamais assez reconnu. Une chasse au trésor ? Iris Marsh s'illumina. Dans la maison ? Dans la maison et les jardins, à l'intérieur du ha-ha, dit le comte. Personne ne doit aller au-delà. J'insiste sur un royaume fermé. C'est approprié, murmura dame Constance. Les royaumes fermés engendrent de merveilleux scandales. Il n'y aura pas de scandale, dit madame Davenant, réapparue comme si le mot l'avait appelée. Il y aura suffisamment de divertissement et on sera au lit avant minuit. À minuit, prévint le révérend Clark avec une solennité enjouée. Les ennuis commencent. Demandez à Shakespeare. Alors nous serons au lit à 11h55, dit le comte, et son rire courut de nouveau autour de nous. C'est pendant que nous riions que j'ai remarqué un détail. Monsieur Pike, le secrétaire, était debout devant le buffet en train de ranger des papiers inutiles. Il jeta un coup d'œil, un seul, vers la porte du bureau. Ce n'était pas un regard nerveux, c'était un regard calculateur, comme s'il avait réglé son horloge mentale et ne voulait pas qu'elle perde une minute. Puis il me vit l'observer, et son agréable sourire reprit sa place comme un masque tombé. Des petites choses, me suis-je rappelé, avec un sens du devoir qui aurait satisfait Poirot. J'ai jeté un coup d'œil à la pendule. 4h moins 5. Un valet de pied, jeune, avec des oreilles trop grandes pour sa tête, est entré pour demander si la voiture pour la gare devait attendre au-delà de 6 heures. Le 18h10 est généralement en retard, madame Davenant, a-t-il dit. Les trains sont en retard ou en avance selon les besoins, répondit madame Davenant. Il faudra attendre le quart d'heure. Pour qui ? demanda lady Constance. Pour monsieur Victor, le valet du comte, dit madame Davenant imperturbable. Il a des affaires en ville. Affaires ? La tête de monsieur Hart tourna légèrement. Tout le monde a des affaires à faire,
dit le comte avec un léger découragement. Snipe. Les valises sont-elles montées dans le bureau de M. Hastings? C'est vrai, monsieur, répondit Snipe. Puis-je montrer à M. Hastings? Je fus donc conduit par Snipe par l'escalier principal, puis par un couloir décoré de gravures de chasse, et par la tourelle sud. La pièce était charmante. Un espace circulaire percé de 3 fenêtres semblables à des embrasures, une petite cheminée, un bureau contenant un buvard neuf et une bibliothèque contenant un assortiment pratique de volumes. Un cordon de sonnette en soie verte était accroché près de la cheminée. Snipe, qui avait l'air d'un homme qui a des opinions mais les exprime rarement, posa mon sac et observa d'un ton judicieusement. « La sonnette ne sonne que dans le couloir sud. Si vous avez besoin de quelque chose à la cuisine, il vaut mieux sonner au quartier. »« Au quart ? » ?»« Quand la cuisine écoute, » expliqua-t-il, et il se retira. Je m'habillai avec contentement et redescendis. La maison qui avait souri à mon arrivée semblait maintenant retenir son souffle tandis que les affaires du soir commençaient. Les lampes étaient allumées. Le salon verdoyant, préparé pour l'apéritif, embaumait légèrement les chrysanthèmes. Du salon de musique s'échappa une série de notes. Mademoiselle Aubert essayait une phrase, puis l'abandonnait. Sur la pelouse, un jardinier en manches de chemise couvrait les rosiers pour se protéger de la nuit fraîche. Au dîner, nous fûmes rejoints par un autre invité, en retard de 2 heures et d'un naturel sans complexe. La présentation de Madame Béatrice d'Avenant le présentait comme étant Monsieur Oliver Rook, un avocat de quelque prétention. C'était un homme mince, portant une cravate impeccable et dont la bouche gardait secrètement le compte de chaque conversation. Ses yeux, qui auraient dû être beaux s'ils s'étaient fixés au même endroit assez longtemps pour être vus, parcoururent la table et se tournèrent vers le comte avec une assurance que je n'admirais guère. Les conversations au dîner avaient une saveur particulière. Le comte était dans son élément. Il raconta l'histoire d'un général russe qui avait perdu ses bottes dans une congère et les avait retrouvées, des années plus tard, dans le corps de son propre gendre. Il décrivit avec une délicatesse comique les manières d'un restaurateur parisien qui interdisait le rire le jeudi parce que cela perturbait les homards. Il vanta la soupe de Madame d'Avenant avec la révérence d'un paroissien et incita le docteur Liddell à défendre l'éthique de la vaccination avant le dessert. Par intervalles, les rires fusaient. Ils coulaient sur la table comme du bon vin versé d'un verre à l'autre. Ils pétillaient. Ils revenaient au comte qui les goûta et les trouva bons. Et pourtant, sous les rires, il y avait des courants. M. Hart et M. Rook échangèrent plus de regards qu'il n'en fallait pour exprimer le fond du cœur. L'attention de M. Pike se porta trop facilement vers la porte. Le colonel Blount regarda le comte avec une franchise qui pesait et mesurait. Iris Marsh observa Mademoiselle Aubert avec la curiosité constante d'une jeune femme envers quelqu'un qui a appris à se comporter avec les hommes. Quant à Madame d'Avenant, elle présida comme un sacrement. Pas une miette égarée, pas un verre vide, son visage calme ne trahissant rien. Lorsque nous sommes entrés dans la longue galerie pour prendre un café, le comte a sorti sa carte de chasse au trésor. C'était un dessin soigné sur papier épais, le parc et les pièces principales indiquées par de petits pictogrammes, de minuscules ifs et une petite allusion à un ha-ha, une miniature de l'orangerie, la longue galerie elle-même ornée de fenêtres, comme une rangée d'yeux fixes. La plume du comte était vive. Dans la marge, il avait dessiné une petite tête de bouffon grotesque. « Demain, soirée de bouffon, dit-il. Nous aurons des rires à l'ancienne. Pas de chagrin, pas de scandale, juste la perfidie inoffensive d'un bon indice. Monsieur Hastings, je vais vous confier l'une des enveloppes scellées. Elle ne contient rien de précieux. Elle est donc inestimable. » Il m'a tendu une lourde enveloppe de couleur crème, dont le rabat était signé de sa grande et élégante main. À Radinsky, il semblait étrangement inerte. Un simple papier, et pourtant la salle l'observait. Les yeux de M. Hart, en particulier, le scrutaient avec cette précision qui lui était propre. « Vous me le cacherez, » poursuivit le comte, « demain matin à 10 heures précises. Vous noterez l'heure, n'est-ce pas ? À 10h05, je commencerai à vous donner des indices. » « Très bien,
dis-je en jouant. À 10 heures. L'horloge comtoise, au fond de la galerie, choisit ce moment pour s'imposer. 10 heures moins le quart sonnèrent. Une note grave et lente qui, absurdement, semblait porter plus loin qu'elle ne le devrait. Nous l'écoutâmes tous. Le comte, d'un petit geste théâtral, s'inclina devant l'horloge comme s'il s'agissait du maître d'hôtel du temps lui-même. « Il approuve », a-t-il déclaré. Nous avons joué au bridge jusqu'à 11h30. Mademoiselle Aubert a chanté une chanson, sur un accompagnement si délicat que j'ai douté un instant que le piano ait des marteaux. Monsieur Hart s'est retiré tôt, plaidant des lettres. Monsieur Rook est resté tard, plaidant un point de droit, jusqu'à ce que le colonel, désespéré, l'emmène dans la salle de billard et le rattrape d'une queue de billard. Quand je grimpais enfin à la tourelle sud, le silence régnait. Quelque part, un engoulevent ronronnait. La lune déposait des reflets argentés sur le ha-ha, et les paons des ifs montaient à la garde, tels des conspirateurs. Je déposai l'enveloppe cachetée dans le tiroir supérieur de mon bureau, un réflexe que je ne peux entièrement justifier, et tournai la clé. Cela me parut absurde. Pourtant, la sensation persistait, comme si un léger souffle avait effleuré ma nuque. Je m'endormis aussitôt. Une cloche me réveilla. Elle n'était pas dans la chambre. Elle venait du village, 12 coups lents qui s'abattaient lourdement et s'achevaient. J'étais allongé, à écouter, souriant de mon malaise, et j'allais me rendormir quand tout près, un son s'éleva. C'était du rire. C'était faible d'abord, puis plus clair, le frémissement, l'élévation, le rire du comte. Impossible de s'y tromper. Il flotta dans l'escalier, longea le couloir, toucha le bord de ma porte, puis s'éteignit, laissant derrière lui un silence qui, je le comprenais maintenant, n'était pas bienveillant. Je sortis du lit et m'approchai de la fenêtre. Les pelouses étaient pâles, le ha-ha brillait comme une lame posée à plat. Au loin, une silhouette traversait la terrasse, noire sur la pierre. Elle s'arrêta, tourna la tête vers la maison et leva un bras, non pas pour faire signe, mais pour montrer du doigt. Puis elle disparut, laissant derrière elle le bosquet d'ifs, très sombre, très patient. Je me disais, avec la conviction qu'on a dans les trains la nuit, que je n'avais rien entendu d'inhabituel, des rires dans une maison où le rire était le langage familier, une silhouette où abondaient jardiniers et valets de pied. Et pourtant, en me recouchant, je tendis presque inconsciemment la main vers la clé qui dormait dans la serrure du tiroir du haut, et sans la retirer, je la posai sur le tiroir, comme pour m'assurer ainsi de l'enveloppe qu'il contenait. Au matin, j'aurais négligé l'ampleur de ce petit geste, mais plus tard, bien plus tard, je m'en souviendrai avec une clarté inconfortable, car dans une maison qui souriait, un homme qui riait, avant bien des heures, ne riait plus du tout. Chapitre 2. La dernière plaisanterie. À Briarbridge, le matin se leva avec une gaieté trompeuse. Les fenêtres à l'est laissaient entrevoir les premiers reflets dorés, et les pelouses brillaient d'une fraîcheur telle que la nuit n'avait été qu'un simple rinçage de la terre en préparation du jour. Un coq chanta quelque part dans le village. L'air était frais et embaumait une légère odeur de terre humide et de chrysanthèmes. Alors que je tirais les rideaux de ma chambre dans la tourelle, le paysage s'étendait au loin. Des champs vallonnés, un bois lointain aux teintes automnales, et le ha-ha luisant comme un fossé. Il semblait improbable que quelque chose de sinistre puisse habiter un tel décor. Pourtant, je me souvenais du rire de la nuit. Je me disais que ce n'était qu'un écho de mon imagination. Le sommeil, une fois perturbé, joue des tours à l'esprit. Pourtant, en m'habillant, je n'étais pas tout à fait tranquille. Je résolus cependant de ne rien dire avant d'en être certain. En bas, le petit déjeuner fut animé. Lady Constance était déjà à table, régalant le révérend Clark du récit d'un rêve impliquant une girafe, 3 évêques et l'Albert Mémorial. Le vicaire rit avec indulgence et se servit de la marmelade. Le colonel Blount était absorbé par le Times, sa moustache hérissée par une certaine indignation politique.
Iris Marsh versait le café d'une main experte. Le comte entra en retard, avec la vigueur d'un homme pour qui le retard est un privilège. Il était de bonne humeur. « Mes amis, aujourd'hui nous sommes redevenus des enfants », s'écria-t-il en prenant place au bout de la table. À 10 heures, la chasse au trésor commence. À 11 heures, les prix. À midi, le champagne. L'ordre est logique. Nul ne peut le contester. Son rire retentit, clair comme une cloche. Lady Constance haussa un sourcil. « Entendez-vous, monsieur Hastings, nous allons être des enfants, même si certains d'entre nous ont une pratique depuis un demi-siècle. »« Mieux vaut être un enfant qu'un ennuyeux, » rétorqua le comte, et nous rîmes. Je regardai l'horloge. Les aiguilles marquaient 9h30. L'enveloppe scellée dans mon tiroir me pesait. Je m'excusai aussitôt et montai. L'enveloppe était là où je l'avais laissée, portant la signature audacieuse du comte. Il me semblait insensé de la garder si précieusement, et pourtant l'idée de désobéir à ses instructions 10 heures précises m'empêcha d'agir plus tôt. Je m'assis à mon bureau et me mis à lire un journal. À 10 heures, j'ouvris le tiroir, pris l'enveloppe et la glissai sous un coussin, sur le rebord de la fenêtre. La cachette n'était pas ingénieuse, mais elle servait à quelque chose. À peine avais-je repris ma place qu'on frappa à la porte. C'était Pike, le secrétaire, des papiers à la main. « Pardonnez-moi, monsieur Hastings, » dit-il. « Le comte se demande si vous n'avez pas déjà déposé l'enveloppe. Il a hâte de commencer. »« C'est caché, » répondis-je avec ce que j'espérais être un sourire mystérieux. « Excellent. » Le regard de Pike se porta brièvement vers la banquette côté fenêtre. Puis il s'inclina et se retira. La partie se déroula avec une grande gaieté. Le comte prodiguait des allusions énigmatiques, conduisant la compagnie de salon en couloir, de galerie en jardin. Iris Marsh courait avec l'énergie de la jeunesse. Lady Constance se déplaçait avec une dignité raffinée, extrayant des indices par son charme. Le colonel Blount poursuivait l'affaire avec une franchise militaire, tandis que M. Hart, calme et précis, semblait calculer plutôt que jouer. Le docteur Liddell trébucha, s'excusa, puis trébucha encore. Mademoiselle Aubert, d'abord dédaigneuse, éclata bientôt de rire aussi fort que les autres, sa voix surpassant le brouhaha comme une cloche. Il était presque midi lorsque l'indice final les amena, triomphant, à ma fenêtre. Iris se jeta sur le coussin et en sortit l'enveloppe. « Je l'ai !» s'écria-t-elle. « Victoire !» Le comte applaudit avec joie. « Bravo, bravo ! Une récompense dont on peut être fier, du champagne pour les vainqueurs. » Le groupe redescendit dans le salon verdoyant, où les bouteilles refroidissaient déjà. Les verres furent remplis, les toasts échangés, les rires abondants. Le comte, debout au centre, leva bien haut son verre. « Au rire même, le dernier refuge de l'honnêteté. Nous avons bu. L'horloge a sonné midi. Et puis, le rire du comte s'éteignit. Ses yeux s'écarquillèrent étrangement. Le verre lui glissa des mains et tomba au sol en se brisant. Il vacilla, s'agrippa à la table, et, dans un bruit qui n'était ni un rire ni un cri, s'effondra lourdement sur le tapis. Pendant un instant, nous fûmes trop stupéfaits pour bouger. Lady Constance poussa un cri. Iris s'agenouilla près de lui, pâle et tremblante. Le colonel Blount se pencha vivement, retournant le comte sur le dos. C'était inutile. Avant même que le docteur Liddell ne s'agenouille, les mains tremblantes, pour prendre le pouls, nous le savions. Le comte rieur ne rirait plus. « Mort !» murmura le docteur, ses lunettes glissant sur son nez. Complètement mort. Un silence glacial régnait. Les flûtes de champagne restaient intactes, leurs bulles s'éteignant. Les éclats de cristal brillaient sur le tapis comme des larmes. Ce fut Madame d'Avenant qui prit la parole la première, calme et implacable. « Allez chercher l'inspecteur Graves au village, » dit-elle à Snipe, le majordome. « Dites-lui que le comte est mort. » Et ainsi l'ombre tomba sur Briarbridge Hall. Chapitre 3. L'arrivée des petites cellules grises. Le choc de la mort du comte Radinsky résonna à Briarbridge comme le son d'une lourde cloche.
Les pièces autrefois riantes se turent, comme si la maison elle-même avait aspiré son souffle et ne voulait plus l'expirer. Le colonel Blount se tenait raide, sa mâchoire carrée crispée. Lady Constance pleurait derrière un mouchoir parfumé à la violette. Iris Marsh était toujours agenouillée, une main sur le bras inerte de son tuteur, le regard perdu devant elle. L'inspecteur Graves du village arriva promptement, un homme corpulent et pragmatique, coiffé d'un chapeau melon, dont le regard ne laissait rien passer et dont les manières suggéraient qu'il préférait la simplicité. Il écouta le récit hésitant du docteur Liddell, demanda des dépositions et ordonna que le corps soit transporté avec respect à la bibliothèque en attendant que de nouvelles dispositions soient prises. « Il y aura une autopsie, dit-il gravement. Ce n'est pas une mort naturelle. On ne tombe pas de rire un instant et on ne reste pas raide mort l'instant d'après sans raison. » Il jeta un coup d'œil aux flûtes à champagne. « Personne ne doit y toucher avant que mon sergent ne les ait retirées. » La suspicion, telle une aigreur, emplissait l'air. Mademoiselle Aubert se signa rapidement. Monsieur Hart avait l'air sombre et les lèvres pincées. Pike se penchait sur son portefeuille, griffonnant des notes d'une main peut-être trop calme. Seule Madame d'Avenant conservait son sang-froid redoutable, donnant des ordres comme si la mort elle-même n'était qu'un invité de plus à accueillir. J'avoue que je me sentais perdu. J'avais déjà vu un meurtre, mais toujours avec Poirot à mes côtés, me guidant, observant, démêlant avec cette sérénité qui était la sienne. Maintenant je tâtonnais parmi les ombres, chaque visage semblant tour à tour innocent et coupable. C'est alors, vers 4 heures, que j'entendis le crissement des pneus sur l'allée de gravier. Par la fenêtre, j'aperçus une silhouette familière descendant d'une voiture de location. Petite, pimpante, ses fameuses moustaches resplendissantes d'une perfection immaculée, un chapeau melon parfaitement fixé sur la tête. Mon moral remonta comme si des renforts étaient arrivés sur un champ de bataille. « Poirot !» m'exclamai-je en me précipitant dans le hall. « Mon cher ami, c'est extraordinaire. Nous avons plus que jamais besoin de toi. »« Mon ami, » dit Poirot, les yeux pétillants, « on ne laisse pas un ami seul à la campagne parmi des étrangers, hein ? Les parapluies étaient réglés, le tapis était avoué, et je me suis dit, Hastings aura besoin de moi. Et voilà, j'avais raison. Vous ne pouvez pas imaginer, commençai-je. Mais il leva la main, déjà sensible à l'atmosphère sombre de la maison. Je l'imagine très bien. Je le sens dans l'air. Le silence, la peur, les pas trop légers. Il s'est passé quelque chose. Le comte est mort, murmurai-je. Il s'est effondré à midi, juste après avoir bu du champagne. Ils pensent que c'était du poison. Les yeux de Poirot se plissèrent. Il retira ses gants avec une précision méticuleuse, les glissa dans sa poche de poitrine et hocha la tête. « Alors, Hastings, il faut voir. » « Montre-moi. » La bibliothèque était silencieuse, les rideaux à moitié tirés. Le corps du comte Radinsky gisait sur un divan, dressé par Madame d'Avenant avec une dignité funèbre. Poirot s'approcha lentement, la tête inclinée, le regard perçant comme une vrille. « Ah !» murmura-t-il. Le rire s'est envolé. Il a l'air, comment dire, vidé. Oui, ce n'était pas une mort douce. Il se pencha, examina les mains, la bouche, les yeux vitreux. Avec une délicatesse méticuleuse, il redressa une manchette, ajusta un bouton. Puis il sortit de sa poche un minuscule étui en argent et en sortit une loupe pas plus grande qu'une pièce de monnaie. « Que vois-tu » demandai-je à voix basse. « Des petites choses, Hastings. Toujours des petites choses. » La tache au coin de la bouche, légère mais présente. La raideur des doigts, non compatible avec une simple insuffisance cardiaque. Du poison, oui, mais de quelle sorte? C'est la question. On verra bien. L'inspecteur Graves entra à ce moment-là, quelque peu surpris à la vue du célèbre détective. « Monsieur Poirot, je suppose ?» dit-il, respectueux mais méfiant. « Nous avons entendu dire que vous étiez en Angleterre, mais je ne vous attendais pas ici. »« Je suis là, inspecteur, » dit Poirot en s'inclinant légèrement. « Et c'est tant mieux, car un homme est mort, alors qu'il n'aurait pas dû mourir.
Je n'usurperai pas votre autorité. Vous êtes la loi. Mais si vous le permettez... Ravi de votre aide, dit Graves d'un ton ferme. C'est une affaire diabolique. Les invités juraient qu'il riait un instant et qu'il était parti l'instant d'après. Nous avons récupéré les verres. Le docteur ne sert à rien. Il tremble comme une feuille. Le docteur Liddell rougit légèrement. Poirot le regarda avec compassion, puis s'adressa à l'assemblée. « Messieurs, mesdames, vous me pardonnerez si... Je pose des questions. Chacun d'entre vous était présent. Chacun d'entre vous a bu du champagne, n'est-ce pas ?» Il y eut un murmure d'assentiment. Pourtant, seul le comte est mort. Donc, son verre. Soit il a été préparé à part, soit il a été trafiqué sur le moment. Qui a servi ? Oui, dit Iris, son jeune visage pâle. J'ai servi pour oncle Alexei, puis pour dame Constance à côté de lui. Nous avons chacun pris notre verre. Est-ce que quelqu'un l'a manipulé après ça ? Non, dit-elle fermement. Poirot inclina la tête. Alors, le poison devait déjà être présent. Et pourtant, les autres verres étaient inoffensifs. Curieux. Il examina le plateau où se trouvaient les verres, son doigt traçant un cerne laissé par l'humidité. Il sourit faiblement. Il y a beaucoup à apprendre, Hastings. Par exemple, observez. Le verre du comte n'était pas placé dans l'alignement des autres, mais légèrement à l'écart. Pourquoi ? Qui les a disposés ? Un tel détail peut être insignifiant, ou tout. Monsieur Hart, les bras croisés, intervint sèchement. L'explication la plus simple est sûrement un accident, une crise naturelle, pas un poison. « Ah, monsieur, » dit doucement Poirot, « vous n'y croyez pas vous-même. Vous êtes trop malin. Le comte riait de bien des choses, mais pas de la mort. » Poirot passe le reste de l'après-midi à visiter la maison. Il s'arrêta dans la longue galerie, admirant le bouffon grotesque dessiné sur la carte au trésor. Il examina la pièce de la tourelle sud où j'avais caché l'enveloppe, hochant la tête d'un air approbateur devant mon instinct de la verrouiller. Il discuta brièvement avec Snipe, le majordome, s'attira une ou deux questions acerbes de madame Davenant, et demanda même à voir les écuries, où il observa le va-et-vient des automobiles. Ce soir-là, au dîner, aussi sombre fut-il, Poirot était présent, soigné, posé, attentif. Les conversations étaient discrètes. Les visages s'efforçaient de paraître naturels, mais tous n'y parvenaient pas. Chaque invité avait quelque chose à cacher. C'était déjà clair. Lorsque la compagnie se retira enfin, Poirot me fit signe d'entrer dans le salon vert, où une seule lampe brûlait faiblement. « Hastings, dit-il doucement, ce n'est pas une simple histoire de poison versé dans un verre. Non, c'est une comédie masquée, et derrière le rire se cache la cruauté. Nous avons de nombreux suspects. Le financier qui observe de trop près, la secrétaire qui sourit trop vite, le pupille qui verse le verre fatal, la dame qui cache sa fatigue sous son charme, la chanteuse au cœur orageux. Chacun a quelque chose, argent, affection, liberté, à gagner ou à perdre. Il faut lever les masques, mon ami. Et l'enveloppe, lui ai-je rappelé, celle que le comte m'a confiée? Garde-la précieusement, Hastings, dit Poirot d'un ton grave, car je crois que cette enveloppe contient un indice, non pas d'un jeu, mais d'un meurtre. Ses moustaches se hérissaient. Demain, on commence sérieusement. Ce soir, on réfléchit. Il faut faire travailler nos petites cellules grises. Chapitre 4. Les questions commencent. Le lendemain matin s'annonça gris et maussade, comme si le temps s'était chargé d'exprimer l'humeur de la maisonnée. Les pelouses étaient enveloppées de brume, le ha-ha invisible, les ifs en forme de pans flous et menaçants. Briarbridge Hall ne souriait plus. Il lançait un regard noir. Poirot se leva de bonne heure, impeccable comme toujours, ses moustaches luisantes, défiant le brouillard. Il prit un petit déjeuner léger, café, petit pain et un œuf cuit exactement comme il l'avait commandé, puis annonça avec une autorité calme qu'il allait enquêter immédiatement. L'inspecteur Graves, bien que disposé à poursuivre l'affaire avec méthode, céda à la réputation et à l'assurance du Belge. « Nous procéderons, Hastings, dit Poirot, avec ordre et méthode.
Chacun, tour à tour, nous racontera ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il pense. Et nous observerons toujours les petits détails, le geste, l'hésitation, le regard. Ils nous en disent bien plus que les mots. Le salon vert fut choisi comme tribunal. Les rideaux étaient tirés, la lumière était crue et peu flatteuse. Poirot s'assit dans un fauteuil près de l'âtre, l'inspecteur Graves dans une chaise à dossier droit à sa droite, et j'étais posté, carnet à la main. On aurait dit un tribunal, avec Poirot à la fois juge et jury. Dame Constance Valel entra la première, vêtue d'un bruissement de soie qui lui donnait un air de mise en scène perpétuelle. Assise avec une élégance fruit d'une longue pratique, elle leva le menton et tendit la main pour l'inspection, comme devant un peintre. « Madame, commença poliment Poirot, vous étiez assise à côté du comte au moment fatal. Dites-nous, de quoi vous souvenez-vous » Ses yeux papillonnèrent. « Mon cher monsieur Poirot, c'était épouvantable. » Un instant il plaisantait, riait, comme toujours, et l'instant d'après, il était sur le tapis. J'avoue, j'ai hurlé. Vous ne l'avez pas vu prendre son verre sur le plateau ? Sauf qu'Iris le lui versa et le déposa à côté de lui. Il le leva, but, et voilà, c'était la fin. Poirot inclina la tête. Et vous n'avez rien remarqué d'autre ? Aucune main, peut-être, qui ait touché son verre ? Certainement pas. Quoique... Elle hésita. Il y avait M. Hart qui observait de très près. On pourrait presque dire de trop près. Mais les financiers, je suppose, ont cette expression par nature. Son soupir était délicat. Son regard se porta vers la fenêtre. Poirot la congédia gentiment. Colonel Blount. Puis vint le tour de l'homme, carré, droit, la moustache en forme de baïonnette. Il donna son témoignage sur le ton d'un ordre de parade. Le comte semblait de bonne humeur, pétillant. La jeune fille versa le champagne. Chacun prit son verre et... il le descendit. Quelle affaire maudite! Du poison, dites-vous. Alors la seule explication, c'est que quelqu'un a trafiqué son verre avant. Rien ne m'est passé sous le nez, je vous le jure. Tu as observé attentivement ? Demanda Poirot. Toujours, grogna le colonel. L'habitude du service. Ce type, Hart, n'arrêtait pas de regarder autour de lui. Il n'aimait pas ça. Et cet avocat, Rook, arrivé en retard, ressemblait à un chat devant un pot de crème. Il avait trop la langue dans sa poche la veille au dîner. Croyez-moi, il y a des ennuis. Poirot le regarda pensivement. Merci, colonel. Vous avez l'œil du soldat, mais n'oublions pas, soupçonner n'est pas une preuve. Le colonel renifla. Les preuves sont pour les avocats. Les soupçons sont pour les soldats. Iris Marshall entra timidement, sa jeunesse et sa pâleur contrastant avec la gravité de la scène. Ses mains se tordaient sur ses genoux. « Vous avez servi le champagne du comte, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Dites-moi exactement. » J'ai d'abord rempli le verre de l'oncle Alexei, car il était en bout de table, puis celui de Lady Constance, puis celui du colonel Blount. Après cela, j'ai fait le tour des autres. Chacun s'est servi après que j'ai passé le plateau. Personne n'a touché son verre avant qu'il boive ? Non, personne. Sa voix tremblait, à moins que ça ne soit arrivé pendant que je me penchais pour en remplir un autre. Mais je ne pense pas. J'aurais dû voir. J'aurais vu. Poirot se pencha en avant, son regard bienveillant mais pénétrant. « Et vous, mademoiselle, aimiez-vous votre tuteur ?» Ses yeux s'écarquillèrent soudain. « Oui. Quoi qu'on dise, oui. Il était gentil avec moi. Parfois, il se moquait de moi, mais jamais cruellement. » Poirot hocha gravement la tête. « C'est bien. Souvenez-vous toujours de cette vérité, mademoiselle. » Elle est partie en larmes. Julian Pike, le secrétaire, le suivit d'un pas vif, impeccable, ses papiers toujours sous le bras. Il répondit rapidement, comme si chaque réponse était une lettre dictée. Le comte était en pleine forme au petit déjeuner. Il a traité sa correspondance jusqu'à 11 heures. À midi, le champagne. À midi, mort. Voilà le bilan. « C'est froid dans le dos, » murmura Poirot. « Vous l'avez servi fidèlement ? » Je crois que oui. Il était généreux à sa manière.
Sur son chemin, les lèvres de Pike se pincèrent. Disons qu'il privilégiait l'amusement à l'exactitude. Ses récits, par exemple, étaient souvent difficiles. Et vous, monsieur, où étiez-vous placé lorsque le champagne a été versé? Debout près du buffet, comme d'habitude. J'ai vu Iris servir. Rien d'anormal. Poirot l'observa longuement, puis inclina la tête. Merci. Mademoiselle Céleste Aubertel entra avec la grâce d'un rideau de Seine tiré. Ses yeux sombres brillaient d'indignation. « Je sais ce que tu penses, » s'écria-t-elle aussitôt, « que cette étrangère est dangereuse, qu'elle est elle-même empoisonnée. Mais je dis non. » Poirot leva la main. « Mademoiselle, calmez-vous. Je n'accuse personne. Dites-moi seulement ce que vous avez vu. J'ai vu un homme rire de la vie, puis ne plus rire. J'ai vu des verres sur un plateau. J'ai bu le mien, je vis. Il a bu le sien. Il meurt. Que dire de plus? Avez-vous remarqué une main près de son verre? Son haussement d'épaules, c'était éloquent. Tout le monde était là. Tous les yeux le regardaient. Il était le soleil, et nous, les petites planètes. Vous voulez des détails, monsieur Poirot? Alors ceci. Lorsqu'il est tombé, le financier Hart, il n'a pas bougé immédiatement. Il a attendu, observant. Ça, je l'ai vu. Elle s'éloigna à nouveau, laissant derrière elle l'écho de la passion. Félix Hart, le financier, entra, les lèvres pincées, l'air impassible. Il témoigna avec une précision sèche, comme si on lisait un bilan. Oui, j'ai observé. J'observe toujours. L'observation est la clé de la finance et de la vie. Le compte est tombé. Je l'ai vu. Un poison? Très probablement. Ai-je vu qu'il a fait glisser? Non. Les yeux de Poirot se plissèrent. Tu n'as pas bougé pour l'aider? La bouche de Hart se contracta. Je savais que c'était inutile. J'ai déjà vu la mort, monsieur Poirot. Je connais son visage. Pratique, murmura Poirot. Peut-être trop pratique. Docteur Lidélil arrive, nerveux, jouant avec ses lunettes. Ses mains tremblaient visiblement. Il est mort sur le coup, dit-il précipitamment. Un alcaloïde, je crois. Il me faut un échantillon de champagne pour analyse. Ce n'est pas mon domaine, les poisons. Mon travail, c'est les nerfs, la digestion, les petits mots. Pas ça. Poirot demande doucement. Et vous, docteur, avez-vous prescrit quelque chose au comte récemment? Non, rien. Il était en bonne santé, sauf qu'il se plaignait parfois de vertige. Je lui ai conseillé de se reposer davantage. C'est tout. Poirot le remercia et le renvoya doucement, comme un enfant renvoyé de l'école. Oliver Rook, l'avocat, était le dernier. Ses yeux clignaient, sa cravate était impeccable. « Terrible affaire », dit-il d'une voix douce. Mais après tout, le comte Radinsky n'était pas sans ennemis. Homme de son tempérament, il les collectionnait comme d'autres collectionnent les timbres. Je ne serais pas surpris qu'une obscure querelle venue du continent le poursuive jusqu'ici. « Vous êtes arrivé en retard à Briarbridge ?» observa Poirot. « Pourquoi ?»« Devoir professionnel. J'ai eu une affaire à Old Bailey, très fatigant. » Les yeux de Poirot brillèrent. Et pourtant, monsieur le comte semblait ravi de votre arrivée. Rook esquissa un léger sourire. Nous avions des intérêts communs. Poirot n'en dit pas plus. Une fois les entretiens terminés, l'assemblée se dispersa, chacun pour se confier à ses pensées. Poirot resta assis, les doigts serrés, les yeux mi-clos. « Eh bien, Hastings, dit-il enfin, qu'en penses-tu? » « Je pense, Poirot, qu'ils auraient tous pu le faire. »« Exactement, chacun. Et pourtant, une seule main a déposé le poison. »« Laquelle, Hastings? » ?»« C'est celle-là qu'il nous faut trouver. Déjà, le tableau se dessine. Il y a des mensonges ici, et des vérités déguisées en mensonges. Il faut les démêler. » Il se leva, ajusta ses menottes et sourit faiblement. « Demain, mon ami, nous commencerons à regarder non pas ce qui a été dit, mais ce qui a été pas. C'est toujours là que réside la vérité. » Chapitre 5. Les fausses pistes. Le brouillard persista jusqu'au lendemain.
enveloppant Briarbridge Hall d'une sorte d'isolement feutré. La maison semblait coupée du monde, ses nombreuses fenêtres donnant sur un vide gris et absolu. À l'intérieur, les esprits s'échauffaient, les nerfs étaient à vif, et l'ombre du soupçon s'étendait. Poirot se déplaçait calmement d'une pièce à l'autre, impeccable comme toujours, son regard scrutant le moindre détail. Un vase qui bougeait d'1 centimètre, un bout de papier plié avec trop de soin, l'absence de poussière là où il aurait dû y en avoir. C'était ce calme qui exaspérait tant l'inspecteur Graves, qui préférait l'effet tangible aux subtilités de l'observation. Au milieu de la matinée, l'inspecteur avait repéré un suspect probable, le docteur Liddell. « Ce type a eu toutes les chances de son côté », insista Graves, arpentant le salon verdoyant d'un pas lourd. « Il admet qu'il connaissait les poisons, les alcaloïdes, disait-il lui-même. Il était le plus proche du comte quand il est tombé. Et ses nerfs, hein? Regardez-le trembler comme une feuille, c'est une vraie mauvaise conscience. » Poirot fit tournoyer ses moustaches, imperturbable. « Peut-être, inspecteur, mais réfléchissons. Un coupable tremble, oui, mais un innocent aussi lorsqu'il se retrouve pris au piège. Et le docteur Liddell est timide, facilement ébranlé. Ses nerfs le trahissent, mais sont-ils ceux de la culpabilité? C'est une autre histoire. » L'inspecteur grogna. « Eh bien, il devra répondre à des questions plus pointues en temps voulu. » Pendant ce temps, des murmures se répandaient parmi les invités. Lady Constance, d'un air tragique, déclara qu'elle ne ferait plus jamais confiance à un médecin. Le colonel Blount grommela que Liddell était un sale type, la nervosité au sein de l'armée ne serait pas de mise. Iris Marsh le défendit avec véhémence, ce qui ne fit que susciter des regards plus perçants. Et Félix Hart, le financier, fit remarquer avec une froideur péremptoire qu'un médecin incapable de se tenir debout n'a pas sa place au service. L'air était lourd de suspicion, exactement comme Poirot l'avait prévu. Il était tard dans l'après-midi lorsque Poirot me demanda de l'accompagner pour une petite promenade dans le parc. Le brouillard s'était légèrement levé, laissant apparaître des pelouses humides et des arbres ruisselants. Il s'arrêta près du ha-ha, scrutant sa profondeur. « Vous remarquez, Hastings, dit-il pensivement, comme on peut facilement se laisser tromper par les apparences. Le brouillard, il masque, il déforme. Il en va de même pour nos suspects. Le bon docteur tremble et tous crient au meurtrier. C'est commode, n'est-ce pas? Trop commode. Tu n'y crois pas? Demandai-je. Il secoua doucement la tête. Non, non. Le docteur Liddell est un piètre menteur. Et ce crime, il n'est pas l'œuvre d'un homme qui bégaie et qui trébuche. Il est astucieux, cruel et précis. Non, Hastings, notre meurtrier se cache derrière le docteur tremblant, tout comme le brouillard masque la véritable forme du jardin. Ce soir-là, un incident curieux se produisit. Les invités s'étaient réunis à contre-cœur pour le souper, un repas maladroit, où les conversations étaient déforcées et les rires absents. L'ombre de la chaise vide du comte dominait la pièce. Mademoiselle Aubert, inquiète, se leva à mi-chemin et déclara qu'elle ne resterait pas assise en silence comme une pénitente. Elle alla au piano et commença à jouer, des accords sauvages et orageux qui firent trembler la pièce. Au point culminant de sa performance improvisée, un cri retentit. Iris Marsh avait laissé tomber son verre, le brisant sur le tapis. Elle resta là, pâle et tremblante. « Qu'y a-t-il, mademoiselle ?» demanda rapidement Poirot. « Je croyais... » Elle balbutia. « Pardonnez-moi. J'ai cru voir quelqu'un glisser quelque chose dans mon verre, une poudre, blanche, comme de la poussière. » Tous les regards se tournèrent vers le docteur Liddell, dont les lunettes lançaient des éclairs nerveux. Il balbutia. « Je n'ai rien touché. Rien, je le jure. » L'inspecteur Graves bondit sur ses pieds, triomphant. Et voilà. Il a essayé une fois, il réessaie. Cet homme est coupable, c'est clair. Un bourdonnement d'excitation emplit la pièce. Lady Constance s'évanouit délicatement dans un fauteuil.
Le colonel Blount murmura sombrement qu'un peloton d'exécution était trop bon pour certains. Seul Poirot demeura serein. Il souleva le verre brisé avec son mouchoir blanc, l'examina attentivement, puis secoua la tête. Pas de poudre, pas de traces, rien que le vin lui-même. Il parcourut la pièce du regard avec un léger sourire. C'était une ruse, mes amis. Quelqu'un a voulu rediriger les soupçons vers le docteur. Mais c'était maladroit, oh, très maladroit. La main qui a semé la peur dans l'esprit de mademoiselle Iris n'était pas celle du docteur. J'en suis convaincu. « Alors à qui ?» demanda Graves. Poirot leva le doigt. « Patience, inspecteur. La vérité se révèle lentement, comme une fleur qui s'ouvre. Mais nous avons déjà un pétale, la tentative de semer le doute. C'est là, Hastings, la marque de la ruse. Et la ruse, je vous l'assure, ne tremble pas. » Plus tard dans la nuit, alors que je rejoignais Poirot dans la tourelle sud, il arpentait la pièce avec une agitation inhabituelle. « Hastings, dit-il, réfléchissez. Le comte meurt de rire. Son verre seul, empoisonné. Son enveloppe vous a été confiée. Et maintenant une tentative maladroite d'incriminer le pauvre docteur. Il y a dans cette affaire à la fois de la cruauté et du théâtre. Quelqu'un joue pour la galerie. Quelqu'un rit, même maintenant, sous un masque. Je frissonnais en me souvenant du rire entendu à minuit, lors de ma première nuit. Poirot marqua une pause, me regarda fixement et dit tout bas « Tu dois me dire, Hastings, tout, même la plus petite chose, car je crains déjà que les rires que nous avons entendus dans cette maison ne soient pas les derniers. » Chapitre 6. Un indice détaillé. Le lendemain de l'incident avec le verre brisé d'Iris Marsh, l'aube s'éclaircit, même si la lumière du soleil ne parvenait guère à apaiser la tension. La maison était devenue agitée, telle une scène attendant son prochain acte. Les portes s'ouvraient et se fermaient trop vite. Les domestiques s'agitaient en murmurant. Les invités évitaient le regard des autres. Il était clair que chaque âme à Briarbridge portait le poids de la suspicion comme un fardeau personnel. Poirot était pensif au petit déjeuner. Il joua avec son petit pain, le trempa une fois dans son café et en avala exactement la moitié avant de le reposer. Puis, essuyant soigneusement une miette de son revers, il se leva. « Aujourd'hui, Hastings, dit-il, nous cherchons le détail, l'infime détail, qui trahit le meurtrier. C'est toujours ainsi. Un crime ainsi orchestré, ainsi élaboré, s'effondre à cause d'une broutille oubliée. » Il convoqua l'inspecteur Graves et nous entamâmes ensemble une seconde tournée des pièces les plus liées au crime. L'inspecteur, bien que sceptique, avait pris l'habitude de céder du terrain devant l'autorité sereine de Poirot. Dans le salon, vert Poirot examina de nouveau le plateau sur lequel étaient posées les coupes de champagne. Les verres avaient été retirés pour analyse, mais le plateau en argent était resté, terni par quelques taches persistantes. Poirot se pencha, son nez effleurant presque la surface. « Voyez, Hastings, dit-il doucement, vous ne voyez rien d'inhabituel, hein ?» J'ai regardé, perplexe, juste des marques là où se trouvaient les pieds des verres. Exactement. Les anneaux d'humidité, des cercles parfaits, tous alignés, sauf un. Il désigna une faible ellipse là où le verre avait été posé, pas tout à fait droit. Ce verre, Hastings, a été déplacé. Peut-être précipitamment, peut-être avec un léger frémissement de culpabilité. C'était le verre du comte. L'inspecteur Graves grogna. Et alors ? Quelqu'un a peut-être bousculé le plateau. Non, non. Ce plateau était bien stable sur la table. Déplacer le verre, c'est délibéré. Les yeux de Poirot brillèrent. Ça me dit que la main qui a empoisonné n'était pas celle d'Iris. Elle versa soigneusement, chaque verre à sa place. C'est après, tandis qu'elle était ailleurs, qu'un verre fut déplacé et préparé. Nous avons procédé à la longue galerie, où la carte de la chasse au trésor était toujours épinglée sur un tableau. Poirot l'examina de nouveau, traçant la tête grotesque du bouffon dans la marge. « Regarde, Hastings, l'humour du comte, toujours le rire, la plaisanterie. Mais pourquoi dessiner ce bouffon ? C'est un indice de caractère, certes, mais peut-être plus encore. Observe les yeux, l'un louche, l'autre fixe.
Un détail qui se répète ailleurs, je crois. Je le fixai d'un air absent, incapable de saisir ce qu'il voulait dire. Poirot sourit mais n'ajouta rien. Notre prochain arrêt était le mien sale de la tourelle à l'enveloppe qui m'avait été confiée se trouvait toujours dans le tiroir verrouillé. Sur les instructions de Poirot, je la sortis. Il examina minutieusement le seau avec sa loupe. « Ininterrompu » murmura-t-il. « C'est bon. » Et pourtant, sans-le, Hastings. Je m'exécutai. L'enveloppe semblait étrangement légère, comme si elle ne contenait presque rien. Poirot hocha la tête. Exactement. Une enveloppe scellée qui semble vide. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que sa valeur ne réside pas dans son poids, mais dans son secret. Quelque chose d'écrit peut-être, ou quelque chose de très petit. Nous ne l'ouvrirons pas encore. Patience. Mais je vous le dis, c'était l'appât d'un piège. Le comte en savait quelque chose. Il a monté sa petite comédie, la chasse au trésor, les rires, l'enveloppe scellée. Il voulait démasquer quelqu'un. Mais ce quelqu'un a frappé le premier. Ses yeux brillaient. Voilà, Hastings, la véritable scène de notre pièce. Au déjeuner, un étrange incident se produisit qui ajouta de l'huile sur le feu. Lady Constance, cherchant une salière, la renversa sur la table. Tandis que les grains se répandaient, le colonel Blount s'exclama avec irritation. « Zut, femme, faut-il que vous nous portiez malheur à tous ?» À quoi Lady Constance rétorqua avec une soudaine acuité. « La superstition vaut mieux que le poison. » Le silence s'installa dans la salle. L'expression de M. Hart se figea. Iris rougit. Pike laissa tomber sa fourchette avec fracas. Poirot, cependant, se contenta de hausser les sourcils et dit d'un ton doux. « La superstition, madame, n'est souvent que l'aveu inconscient d'un savoir. On craint parce qu'on sait. » Non. Sa main tremblait, tandis qu'elle tamponnait le sel renversé. Ce soir-là, Poirot me révéla l'importance de son observation du jour. Nous nous installâmes de nouveau dans le salon verdoyant, les lampes projetant de longues ombres sur les murs. « Hastings, » dit-il, « il y a toujours un moment où le masque tombe. Aujourd'hui, je l'ai vu, le verre sur le plateau a bougé. Ce fut l'acte fatal. Quelqu'un, à cet instant, a empoisonné le verre. Les convives riaient, distraits. C'était le moment idéal. « Et qui ?» demandai-je avec empressement. Il sourit faiblement. « Patience, mon ami. J'ai une idée, mais ce n'est pas encore une preuve. Pourtant, je vais vous dire une chose. Notre meurtrier est malin. Oh, très malin. Mais il oublie une chose. Hercule Poirot ne rit pas, il observe. » Il se renversa en arrière, ferma les yeux, les doigts serrés. « Demain, Hastings, j'insisterai davantage. Les mensonges reviendront. Et alors, peut-être, nous entendrons à nouveau des rires, mais pas des rires de joie. » Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Le brouillard s'était dissipé le lendemain matin, laissant l'air pur et pur, comme si la nature elle-même avait balayé la scène en prévision de l'acte suivant. Pourtant, à Briarbridge Hall, l'atmosphère restait pesante, chaque invité se déplaçant comme sous une surveillance invisible. Poirot avait annoncé son intention de poursuivre ses conversations privées. Interrogatoire, les appela Lady Constance avec un frisson théâtral. Le salon vert était redevenu notre tribunal. J'avais pris l'habitude de m'asseoir à côté de Poirot, carnet à la main, même si j'avoue que je griffonnais souvent davantage sur les manières des gens que sur leurs paroles. Poirot disait toujours que ses observations, bien que maladroites, contenaient parfois une part de vérité. Julian Pycon le convoqua pour la première fois. Le secrétaire entra précipitamment, portant sa liasse habituelle de documents. Il les déposa soigneusement sur la table, comme s'il présentait des preuves devant un tribunal. « Vous servez le comte depuis de nombreuses années, monsieur ?» commença Poirot. « 3, corrigea Pike d'un ton affirmatif. « Je tenais ses comptes, sa correspondance, ses engagements. Le comte était un homme très occupé. » Occupé ou insouciant? Le ton de Poirot était léger. Une lueur d'agacement traversa le visage pâle de Pike. Il avait ses irrégularités, bien sûr. Mais j'ai maintenu l'ordre. Poirot leaned forward. « Monsieur, irregularity can mean debts, n'est-ce pas?
Gambling perhaps. Les lèvres de Pike se pincèrent. Il spéculait parfois de façon imprudente. Il avait des obligations, certes, mais il s'arrangeait toujours pour les honorer. Et qui, je me le demande, l'a aidé à comploter? Le regard de Poirot était perçant. La secrétaire hésita trop longtemps. Je n'ai fait que conseiller. Eh bien, bien. Pourtant, un secrétaire trop instruit peut être gênant, pour les autres, et peut-être pour lui-même. Saviez-vous, monsieur, que le comte m'a confié une enveloppe cachetée le matin de sa mort? Les papiers dans les mains de Pike changèrent légèrement. J'en avais entendu parler. Le regard de Poirot s'attarda. Oui, je crois que oui. Mademoiselle Céleste Auberel la suivit, les yeux noirs et agités. Elle s'assit nonchalamment, tapotant du doigt l'accoudoir du fauteuil comme s'il s'agissait d'un piano. « Dites-moi, mademoiselle, » dit doucement Poirot, « vous aimiez le comte ?» Son rire était sec. Et il s'en souciait. Il m'amusait, oui. Il m'offrait des bijoux, des compliments, des rires. Mais il s'en souciait? Aucun. Et pourtant, hier soir, quand tu jouais du piano, tu observais les autres de très près. Elle haussa les épaules. Une chanteuse regarde son public. Poirot sourit faiblement. Peut-être. Mais vous avez observé un spectateur avec une intensité particulière. Monsieur Hart. Une lueur de colère traversa son visage. Hart, c'est un banquier, rien de plus. Un banquier est utile à un chanteur, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Une remarque curieuse, mademoiselle. Utile et dangereuse ensuite? Elle se leva brusquement, les yeux brillants. Dangereux pour quiconque s'immisce entre lui et son argent. Demande-lui, pas à moi. Et elle sortit, laissant derrière elle l'odeur de son parfum et l'écho de sa fureur. Félix Artil entra ensuite sans broncher. Ses manières étaient calmes et précises. Sa voix avait le ton d'une salle de réunion. Les affaires, monsieur Poirot, sont une question de fait. Ne tombons pas dans le mélodrame. Les affaires, peut-être, dit doucement Poirot, mais le meurtre est aussi une question de fait. Le comte vous devait de l'argent, n'est-ce pas? Un silence. Oui. Des sommes considérables. Il était négligent, dépensier. Et s'il mourait, monsieur, ses dettes mourraient avec lui. Les lèvres de Hart s'amincirent. Un peu, peut-être. Mais je ne suis pas idiot. J'organise mes affaires pour que mes obligations soient y respectées. Poirot inclina la tête. Ah, vous êtes prudent. Trop prudent, peut-être. On n'attend pas, immobile, qu'un homme meure à nos côtés, à moins d'en connaître la cause. Pour la première fois, Hart perdit son sang-froid. Sa main se crispa sur l'accoudoir du fauteuil. « Vous allez trop loin, monsieur Poirot. »« Ou pas assez loin, » murmura Poirot. Plus tard dans l'après-midi, Poirot a appelé dame Constance Valel entra, une vision de soi et de sentiments, agitant son mouchoir. « Mon cher détective, je ne supporte pas ces questions. Le pauvre comte est sûrement mort d'une maladie étrangère. Toutes ces histoires de poison, c'est horrible. » « Madame, » dit doucement Poirot, « vous avez vous-même parlé de poison hier, lorsque vous avez renversé le sel. » Ses yeux s'écarquillèrent, son mouchoir s'immobilisa. « Vraiment? Je m'en souviens à peine. Une véritable angoisse ce jour-là. Mais vos paroles étaient très exactes. La superstition vaut mieux que le poison. »« Pourquoi du poison, madame? À moins que vous n'y pensiez déjà. » Elle hésita. « Eh bien, tout le monde le disait, je suppose. » L'inspecteur a laissé entendre. Le regard de Poirot était fixe. « Peut-être. Ou peut-être en savez-vous plus que vous ne le dites. » Lady Constance se leva avec une dignité offensée. « Vous insinuez trop, monsieur Poirot. Je ne m'y soumettrai pas. » Elle quitta la pièce dans un tourbillon de parfum et de soie, mais sa main tremblait sur la poignée de la porte. Le soir venu, l'inquiétude était palpable. Chaque invité avait été touché, même légèrement, par les interrogations de Poirot. Chaque récit était fêlé, chaque manière trahissait une certaine tension. Alors que nous étions assis ensemble dans le salon vert après le dîner, Poirot s'est adossé à sa chaise, les doigts pressés l'un contre l'autre,
les yeux à moitié fermés. « Tu vois, Hastings, dit-il doucement, déjà les mensonges commencent à faire surface. Pas de grands mensonges, mais de petits mensonges. Une hésitation, un faux pas, un déni trop catégorique. La vérité, elle la cache, mais déjà elle tremble, prête à émerger. Et toujours, Hastings, ce sont les mensonges des autres qui trahissent le coupable. Nous sommes proches, très proches. » Il marqua une pause et un léger sourire effleura ses lèvres. « Demain, nous allons serrer encore un peu la vis. L'un d'eux va se briser. Et alors... Ah, alors le rire du comte ne protégera plus les coupables. » Chapitre 8. Le tournant émotionnel. Le lendemain apporta une étrange tension, comme si la maison elle-même attendait une révélation. Le brouillard s'était entièrement dissipé. Briarbridge se découpait nettement sur le ciel d'automne. Pourtant, la clarté extérieure ne faisait qu'accentuer le malaise intérieur. Chaque invité évoluait avec une gaieté fragile, les voix trop aiguës, les rires trop rapides, comme si l'effort pour paraître naturel était en soi un aveu. Poirot déclara au petit déjeuner qu'il rassemblerait tout le monde dans la longue galerie cet après-midi-là. « C'est bien, dit-il, de voir les visages se rassembler, d'entendre les mots tomber ensemble. Le meurtrier est intelligent, mais il ne peut contrôler les réactions des autres. Un regard par-ci, un silence par-là. Cela trahira. » L'inspecteur Graves marmonna des mots pour parler de théâtralité, mais il n'émit aucune objection. Lui aussi commençait à comprendre que le drame apparent de Poirot n'était en réalité qu'un calcul. À 15 heures, les invités se rassemblèrent dans la longue galerie. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, attrapant les particules de poussière qui flottaient comme des fantômes. Au fond, la tête grotesque du bouffon sur la carte au trésor souriait sur son épingle, rappelant la dernière plaisanterie du comte. Poirot se tenait au centre, petit mais imposant, les mains jointes avec soin. « Mesdames et messieurs, je vous remercie. Vous êtes las, peut-être irrités de ces questions, mais un homme est mort, assassiné, et la justice exige la vérité. Aujourd'hui, je ne demande pas seulement des faits, je demande l'honnêteté. » Il se retourna brusquement, le regard acéré comme une lame. « Mademoiselle Iris March, venez ici. » La fille sursauta, le visage décoloré. Lentement, elle s'avança, les mains jointes. « Vous aimiez votre tuteur, » dit doucement Poirot. « Nous le savons. Mais il y a quelque chose que vous avez caché. Une vérité à moitié dite, à moitié tue. Elle vous pèse. Parlez. » Iris secoua la tête. « J'ai tout dit. » La voix de Poirot s'adoucit, presque tendre. « Non, mademoiselle. Vous avez dit ce que vous pensiez être sûr. Mais en vérité, elle est comme l'oiseau en cage. Elle bat des ailes, elle crie. Déjà vos yeux à vous. Dites-nous. » Un long moment de silence. Puis, dans un sanglot soudain, Iris tomba à genoux, se couvrant le visage de ses mains. « J'ai menti, » s'écria-t-elle. « J'ai menti parce que j'avais peur. Oncle Alexei s'est disputé avec Monsieur Hart, la veille de sa mort. Je les ai entendus, dans le bureau. Oncle riait, certes, mais c'était cruel. Il disait que Hart était ruiné sans lui, qu'il avait des papiers, des preuves de quelque chose sous clé. Hart a juré de ne pas se laisser prendre au piège. Il a dit qu'il le réduirait au silence pour toujours. » La salle s'embrasa. Lady Constance halta, s'éventant frénétiquement. Le colonel Blount murmura « Ce pauvre banquier, il le savait. » Les yeux de mademoiselle Aubert brillèrent de triomphe, comme si ses propres soupçons avaient été confirmés. Félix Hart, cependant, resta calme. Seul un léger serrement de mâchoire trahissait ses émotions. « N'importe quoi, » dit-il froidement. « Cette fille exagère. J'ai eu affaire au comte. Oui, des mots acerbes, peut-être. Mais des menaces? Jamais. » Poirot le regarda avec une courtoisie grave. « Monsieur, vous ne niez pas la querelle? » « Non. Pourquoi le ferais-je ?
Mais une dispute n'est pas un meurtre. Poirot inclina la tête. Peut-être pas. Pourtant la vérité autrefois cachée éclate maintenant. Mademoiselle Iris, vous avez bien fait de parler. La peur est l'allié du meurtrier. Le courage est l'allié de la justice. Il se tourna vers la compagnie. Voyez-vous, mes amis, déjà le masque commence à tomber. Le comte savait quelque chose, des papiers peut-être cachés, dangereux. Il avait l'intention de les révéler. Il a préparé le terrain avec ses rires, ses jeux, son enveloppe scellée. Et quelqu'un, craignant d'être démasqué, a frappé le premier. Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant un instant sur chaque visage. Mais qui? Ça, nous le saurons bientôt, car les mensonges ne supportent pas la lumière. Et la lumière, mes amis, s'intensifie. Ce soir-là, Iris s'approcha timidement de Poirot dans le salon vert. J'étais présent, assis près du feu. « Il fallait que je le dise, » murmura-t-elle. « Mais maintenant, oh, monsieur Poirot, et s'il tuait encore ?»« Et si ?» Poirot leva la main pour le rassurer. « Courage, mademoiselle. Le meurtrier joue son jeu, oui, mais moi aussi. Et j'ai joué plus longtemps, et mieux. » Ses moustaches se recroquevillèrent. Demain, on resserre le filet. Déjà, les petites cellules grises voient dans le schéma. Très bientôt, le rire du comte résonnera, mais comme une accusation, pas comme un amusement. Chapitre 9. Le piège. Le lendemain matin était lumineux, l'air vif, imprégné de la morsure du début de l'automne. Briarbridge Hall, baigné d'un soleil éclatant, paraissait presque innocent à nouveau, sa large façade radieuse, ses ifs en forme de pont luisant de rosée. Pourtant, la maisonnée était tendue comme une corde de violon. La gaieté du rire du comte avait disparu, laissant place à un silence lourd d'effroi. Poirot, cependant, apparaissait dans son humeur la plus sereine. Il était habillé avec un soin méticuleux, sa cravate choisie avec soin, ses chaussures vernies cirées à la perfection. Au petit déjeuner, il annonça avec une désinvolture trompeuse. « Mesdames et messieurs, ce soir nous nous retrouverons dans la grande galerie. Je vous demanderai un peu de patience, un peu d'honnêteté et peut-être un peu de courage. Car ce soir, nous en finirons avec la comédie. » Une certaine agitation se fit sentir parmi la compagnie. Lady Constance déclara qu'elle ne supporterait pas une autre soirée de malaise inquisitorial. Le colonel Blount marmonna quelque chose à propos de maudite comédie. Hart haussa un sourcil froid et dédaigneux. Mademoiselle Aubert laissa échapper un petit rire, comme pour dire qu'elle appréciait le drame. Iris paraissait effrayée mais résolue, et Pike, le secrétaire, se contenta d'incliner la tête avec une politesse professionnelle. Durant la journée, Poirot s'occupait de choses curieuses. Il passe 1 heure avec Madame Davenant dans la salle de repos, à poser des questions sur les provisions de la maison. Il inspecta le registre de l'écurie avec Snipe, le majordome, s'enquérant des allées et venues des domestiques. Il se promena même dans les jardins avec le vicaire, discutant, entre autres choses, de l'éthique de la confession. Mais c'est dans la tourelle sud, avec moi à ses côtés, qu'il a révélé l'essence de son plan. « Hastings, dit-il, pour démasquer le meurtrier, il faut lui tendre un piège. Il est malin, oui, très subtil il se cache derrière les querelles, derrière le médecin tremblant, derrière le brouillard des mensonges. Mais il ne peut résister à la pression quand je serre la vis. Je ferai en sorte que chacun croie que j'en sais plus que moi. L'un se trahira. » « Et l'enveloppe ?» demandai-je en jetant un coup d'œil au tiroir où elle se trouvait encore. Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, justement cette enveloppe, c'est la clé. Ce soir, j'en ferai une arme, tu verras. » La longue galerie, lorsque nous nous sommes rassemblés au crépuscule, était éclairée par de hautes bougies qui projetaient des ombres rebondissantes sur les portraits. Le bouffon grotesque de la carte au trésor lorgnait encore de son punaise, souvenir silencieux de la dernière plaisanterie du comte. L'atmosphère était chargée d'attente. Poirot se tenait au centre, petit, impeccable, le regard brillant de détermination. L'inspecteur Graves attendait à ses côtés, son carnet prêt, bien que visiblement perplexe. Pour ma part,
J'avais le cœur qui battait la chamade. « Mesdames et messieurs, commença Poirot, nous sommes tous des acteurs, n'est-ce pas, sur cette petite scène. Le comte, c'était un maître de la comédie. Il prépara son dernier divertissement, la chasse au trésor, l'enveloppe scellée, les rires. Mais ce fut une tragédie. Quelqu'un craignait d'être démasqué. Quelqu'un craignait le contenu de cette enveloppe. Alors ils frappèrent. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. « J'ai ici. » Il sortit de sa poche l'enveloppe que le comte m'avait confiée. L'objet même de ma peur. Son sceau est intact. Ce soir je l'ouvre. Un frisson de malaise parcourut la pièce. Les lèvres de Hart se pincèrent. La main de Pike se crispa sur ses papiers. Lady Constance laissa échapper un léger hoquet. Iris joignit les mains fermement. Les yeux de mademoiselle Aubert brillèrent d'un éclat soudain. Poirot leva l'enveloppe. Puis, délibérément, il la posa sur la table et y posa la main. « Avant que je l'ouvre, dit-il doucement, chacun de vous répondra à une question. Connaissiez-vous cette enveloppe ?» Il se tourna d'abord vers Hart. Le financier soutint son regard avec froideur. « Oui. Le comte a parlé de certains documents. Affaires. Rien d'important. » Poirot haussa les sourcils. « Des documents qui pourraient vous ruiner, peut-être ?» Les yeux de Hart brillèrent, mais il resta silencieux. À Pike. « Monsieur le secrétaire, vous m'avez vu le ranger dans le tiroir. Avez-vous essayé d'y toucher ensuite ?» Pike rougit légèrement. « Non, bien sûr que non. » Le regard de Poirot s'attarda, sceptique, puis passa à autre chose. Lady Constance s'agita. « Je n'avais aucune idée de l'existence d'une enveloppe. Vraiment, monsieur Poirot, c'est monstrueux. » Mademoiselle Aubert rit doucement. « Mais bien sûr qu'il me l'a dit. Il a dit quelque chose à tout le monde. Il aimait nous regarder deviner. Peut-être m'en a-t-il trop dit. » Poirot se tourna enfin vers Iris. Elle secoua la tête avec véhémence. « Je ne le savais pas. » « Jusqu'à ce que tu en parles. » Poirot inclina gravement la tête. « Alors, on l'a, n'est-ce pas ?» Certains le savaient, d'autres le soupçonnaient, d'autres le niaient. Mais l'un d'entre vous le craignait plus que tout. Et celui-là a empoisonné le verre du comte. Le silence était pesant. Poirot se pencha en avant, les yeux brillants. « Ce soir, je n'ouvrirai pas l'enveloppe. Pas encore. Je la laisserai ici sans surveillance. Et demain matin, inspecteur Graves, nous verrons si elle a été altérée. Le meurtrier, il ne peut résister. Sa peur le trahira. Et alors, mes amis, nous saurons. » Il s'inclina légèrement, la moustache hérissée. « Le piège est tendu. Ce soir-là, en nous couchant, j'ai avoué mon malaise à Poirot. Et si le meurtrier s'en empare pendant la nuit? Et s'il le détruit ?» Poirot sourit d'un air énigmatique. « Eh bien, Hastings, c'est précisément ce que je compte faire, car en tentant de les trahir, ils se dévoileront. Et moi, Hercule Poirot, je les attendrai. » Chapitre 10. La révélation. La nuit qui suivit le piège de Poirot fut l'une des plus longues dont je me souvienne. La maisonnée se coucha tôt, mais personne ne dormit facilement. Les portes claquèrent avec une prudence qui trahissait une écoute indiscrète. Le plancher craqua faiblement dans les couloirs lointains. Une ou deux fois, j'ai cru entendre des pas furtifs sous ma propre chambre à Tourelle, comme si la maison elle-même dormait. Poirot, cependant, était serein. Il m'avait congédié en m'ordonnant de me reposer, mais lorsque je m'aventurai dans le couloir après minuit, je le trouvai assis sur une chaise près de la longue galerie, une petite lampe à côté de lui, lisant un petit recueil de maximes, comme si rien de plus grave qu'une indigestion ne troublait la maison. « Va te coucher, Hastings, » murmura-t-il en me voyant. « La souris ne saute pas tant que le chat regarde. Laisse-moi attendre. » À contre-cœur, j'obéis. Pourtant, à l'aube, il me réveilla en frappant doucement à ma porte. Ses yeux pétillaient, sa moustache était triomphante. « C'est fait, » dit-il simplement. La longue galerie était silencieuse et fraîche dans la lumière matinale. Sur la grande table en chêne, l'enveloppe scellée reposait toujours, mais altérée. Le sceau était brisé. Le rabat avait été soulevé et repoussé maladroitement.
Poirot le désigna avec la satisfaction d'un pêcheur exhibant sa prise. « Tu vois, Hastings, la curiosité, la peur, ils ne peuvent résister. Le coupable s'est trahi. Maintenant, rassemblons la compagnie. » L'inspecteur Graves, appelé promptement, grommela mais obéit. À 9 heures, tout le monde était réuni. Lady Constance pâle et tremblante, le colonel Blount sévère et silencieux, Iris inquiète, Pike vigilant, Hart aux lèvres pincées, Mademoiselle Aubert brûlante, le docteur Liddell tremblant, plus que jamais, et M. Rook lissant sa cravate avec une élégance nerveuse. Poirot se tenait à la tête de la table, l'enveloppe déchirée devant lui. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, la farce est terminée. Le contre-rieur est mort. Hier soir, j'ai tendu un piège, et ce matin, il est tendu. Le meurtrier n'a pu résister à l'envie de manipuler cette enveloppe, car il craignait ce qu'elle pouvait contenir. Cette peur l'a trahi. » Un murmure parcourut le groupe. Hart s'agita, mal à l'aise. Pike se lécha les lèvres. Lady Constance poussa un cri étouffé. Poirot leva le doigt. « Tout d'abord, soyons clairs. Le comte Radinsky a été empoisonné. Son verre seul a été trafiqué. Il a été déplacé sur le plateau, légèrement de travers. À cet instant, sous les rires de tous, le poison a été introduit. Une seule personne a pu passer inaperçue, et cette personne a depuis dévoilé son jeu. » Il souleva l'enveloppe. « Remarquez, le cachet est brisé. Mais que contient-elle ? Rien. Une feuille de papier, vierge à l'exception d'une seule marque. La tête moqueuse, le petit symbole du comte. Il ne nous a laissé qu'un sourire. Mais il m'en a dit assez. Il a dit « Dans cette enveloppe se trouve l'appât. » Et c'est ce qui s'est passé. Le coupable croyait qu'il contenait des preuves, preuves de dette, de fraude, de trahison. Effrayé, il l'ouvrit. Cette peur le trahit. Il se retourna brusquement. « Monsieur Hart. » Tous les regards se tournèrent vers le financier. Le sang-froid de Hart finit par se fissurer. Son visage blêmit, puis s'empourpra. « C'est absurde !» s'écria-t-il. « Je n'y ai jamais touché. »« Vous ne pouvez pas prouver. »« Mais oui, monsieur, je peux, » interrompit Poirot. « Quand j'ai examiné l'enveloppe ce matin, il y avait sur le rabat une minuscule trace d'encre. Votre encre, le noir-violet que vous utilisez pour toute votre correspondance. J'ai vu vos doigts hier soir. La tache était là. Vous n'avez pas pu résister, n'est-ce pas? Vous vous êtes disputé avec le comte. Il s'est moqué de vous. Il a brandi des papiers au-dessus de vous. Vous craignez d'être démasqué. Alors vous avez empoisonné son verre, subtilement, précisément, comme vos transactions financières. Et quand j'ai sorti l'enveloppe, vous n'avez pas pu supporter le suspense. Vous avez brisé le seau. » La main de Hart se dirigea brusquement vers la table comme pour saisir l'enveloppe, puis retomba. Le silence était électrique. La voix de Poirot était très douce. « Avouez, monsieur. La partie est finie. » Hart le fixa un long moment, puis ses épaules s'affaissèrent. « Oui, » dit-il d'une voix rauque. « Oui, je l'ai fait. Il m'aurait ruiné. Je ne pouvais pas le laisser faire. Il riait toujours. Mais c'est moi qui ai ri le dernier. » Sa voix se brisa. L'inspecteur Graves s'avança et posa une lourde main sur son épaule. « Félix Hart, je vous arrête pour le meurtre du comte Alexei Radinsky. » Hart n'opposa aucune résistance. Il resta figé, comme pétrifié. Lorsque les autres eurent été congédiés pour se remettre chacun de son côté, Poirot et moi restâmes seuls dans la longue galerie. Il ramassa l'enveloppe déchirée et sourit faiblement. « Voyez-vous, Hastings, le comte était un homme intelligent. Il soupçonnait une trahison, mais il comptait sur le rire et une petite plaisanterie pour démasquer son ennemi. Finalement, c'est moi qui ai conclu la partie à sa place. Le meurtrier se trahit toujours, non par ses projets, mais par ses oublis. Une tache d'encre, un verre de travers. Cela suffit. » Il reposa délicatement l'enveloppe sur la table. Le comte rieur a ri le dernier Hastings, mais pas comme il l'avait imaginé. Sa comédie est devenue tragédie, mais la justice, elle, a le dernier mot. Chapitre 11.
Le reflet. Les jours qui suivirent furent calmes à Briarbridge. La police avait emmené Félix Hart à la prison du comté, et l'inspecteur Graves, satisfait quoiqu'encore quelque peu déconcerté par les méthodes de Poirot, prit congé avec une poignée de main presque respectueuse. La maison, débarrassée de sa présence la plus dangereuse, sembla respirer à nouveau, non sans tristesse. Lady Constance se retira dans sa chambre, n'en ressortant que pour pousser un soupir extravagant dans le salon. Le colonel Blount grommela que tout allait mal et retourna à ses journaux. Mademoiselle Aubert jouait du piano à des heures indues, des accords orageux qui résonnaient dans les couloirs comme des lamentations. Iris March s'accrochait à Madame d'Avenant, son chagrin sincère et sans fard. Le vicaire priait plus que d'habitude. Bref, la vie reprit son cours, mais pas comme avant. Poirot, cependant, resta serein. Il refusa les louanges des uns et les murmures d'admiration des autres. Au lieu de cela, il passa sa dernière soirée à Briarbridge, assis avec moi dans le salon verdoyant, la lumière du feu illuminant ses moustaches impeccables. « Poirot, dis-je enfin, tu ne cesses de m'étonner. Mais dis-moi, est-ce vraiment l'encre sur les doigts de Hart qui t'a convaincu ?» Il sourit. « Ah, Hastings, on ne voit toujours que la dernière étape. Non, non. L'encre n'était que le dernier clou du cercueil. Songez à la dispute surprise par mademoiselle Iris, aux dettes, au rire cruel du comte, au sang-froid de Hart lors de sa chute. Il se trahissait à chaque instant. L'enveloppe était le miroir où se reflétait sa peur. Dès qu'il l'a touchée, j'ai su. J'ai hoché la tête, toujours émerveillé. Et le comte lui-même, savait-il qu'il était en danger ? Assurément. Il n'était pas idiot, notre comte Radinsky. Il a fait de sa mort une petite comédie, une plaisanterie même. Il vous a confié l'enveloppe non pas à cause de son contenu, mais à cause de ce qu'elle représentait. Un leurre. Il comptait sur le rire, sur le théâtre, pour faire sortir le coupable. Hélas, il a sous-estimé le désespoir de son adversaire, mais il m'en a laissé assez pour terminer la pièce. Le regard de Poirot s'adoucit. Il est mort comme il a vécu, Hastings, dans le rire. Mais sous ce rire se cachait l'acier. Il jouait avec le danger comme on joue avec le feu, et il a fini par le consumer. Je suis resté silencieux un moment, les yeux fixés sur le feu. Et Iris ? Que va-t-elle devenir ? Poirot haussa délicatement les épaules. Elle aura du chagrin, oui. Mais elle est jeune, et la vie est devant elle. Elle a du courage, comme elle l'a démontré en avouant son savoir. Le courage, Hastings, est la qualité qui rachète. Nous restâmes assis en silence, le crépitement du feu emplissant la pièce. Puis Poirot se leva, essuya un grain de cendre de sa manche et parla d'un ton calme et définitif. « Mon travail ici est terminé. Le meurtrier est démasqué. Les innocents sont libres. La vérité est connue. Mais n'oubliez pas, mon ami, la justice n'est pas toujours synonyme de joie. C'est un équilibre, un poids sur la balance. Le rire du comte est réduit au silence, mais dans son silence se cache un avertissement. Se moquer trop bruyamment, prendre le pouvoir trop à la légère, cela c'est dangereux. Il ne faut jamais oublier que derrière la comédie, la tragédie attend. » Il marqua une pause, puis sourit faiblement, presque avec nostalgie. « Et ainsi, Hastings, nous partons. L'air de la campagne vous a été bénéfique, même si je doute que vous vous attendiez à une telle excitation. Demain, nous retournons à Londres. Je sens déjà mes petites cellules grises s'agiter d'impatience pour la prochaine énigme. » Et sur ces mots, Hercule Poirot, impeccable et complet, quitta Briarbridge Hall tel qu'il y était entré. Une petite figure d'ordre et d'intelligence, dressée contre le chaos. Derrière nous, la maison sembla enfin soupirer, son sourire disparut, ses rires éteints. Chapitre 12. Les conséquences. Le départ de Briarbridge Hall fut marqué par une solennité paisible. Le ciel matinal était bas, couvert de nuages pâles, et les pelouses, luisantes de rosée, semblaient paisibles.
La grande demeure ne souriait plus. Elle nous regardait avec des yeux lasses, comme si elle aussi pleurait son maître. Madame d'Avenant, implacable comme toujours, supervisait la fermeture des volets et l'emballage des malles. Les domestiques se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, la voix basse, les yeux détournés. La mort avait laissé son empreinte non seulement sur la famille, mais aussi sur le rythme même de la maison. Poirot et moi nous préparions à partir par le train de 10 heures. Pourtant, avant notre départ, la compagnie se rassembla une dernière fois dans le salon. Lady Constance, voilée d'un noir de deuil d'une richesse bien inutile, s'essuya les yeux avec son mouchoir parfumé à la violette, omniprésent. Le colonel Blount se tenait droit et rigide près d'eux, l'âtre, la moustache hérissée, comme s'il pouvait contenir le chagrin par la seule discipline. Mademoiselle Aubert était pâle, ses yeux sombres flamboyaient d'une flamme intérieure. Iris Marsh s'accrochait à Madame d'Avenant, sa jeunesse contrastant avec le calme immaculé de la femme plus âgée. Ce fut Iris qui prit la parole la première. « Monsieur Poirot, vous nous avez tous sauvés. Sans vous, j'aurais vécu éternellement dans la peur. Oncle Alexei n'était pas parfait, mais il était gentil avec moi. Je n'aurais pas supporté de penser que sa mort était restée sans élucidation. » Poirot inclina gravement la tête. « Du courage, mademoiselle. Vous l'avez démontré en avouant ce que vous saviez. Ce courage vous sera plus utile dans la vie que la richesse. » Le colonel Blount s'éclaircit la gorge. « C'est vraiment une affaire désagréable. Mais je vous le dis, Poirot, vous avez un don diabolique pour dénicher la vérité. Incroyablement malin. L'armée aurait bien besoin d'un homme comme vous. » Poirot sourit faiblement. « L'armée, mon colonel, a besoin de soldats. Moi, comment dites-vous? Je ne suis qu'un petit homme avec des petites cervelles grises. Mon combat est d'un autre genre. » Lady Constance soupira. « Quel génie, quelle tragédie! On pourrait vraiment en faire un roman. » Elle me regarda d'un air significatif. « Monsieur Hastings, peut-être que vous le ferez. » Je balbutiai quelque chose de poli, même si en vérité l'idée m'était déjà venue. Les affaires de Poirot semblaient toujours destinées à être écrites. Alors que nous nous apprêtions à partir, mademoiselle Aubert s'approcha discrètement de Poirot.